Sous les rues de Berlin se cache un lieu resté secret pendant des décennies, un refuge de béton où se sont prises des décisions qui ont changé le destin du monde et où le Troisième Reich a vécu ses derniers jours. Loin du bruit des bombardements, entre des murs de béton et des couloirs étroits, une histoire se déroulait, marquée par la puissance, la peur et la défaite. Aujourd'hui, ce lieu reste enfoui, mais ses secrets demeurent. Voici l'histoire du bunker secret nazi et des curiosités qui l'entourent. Deux structures sous Berlin. Quand on parle du bunker d'Hitler, on imagine généralement une petite structure souterraine étanche où le dictateur a passé ses derniers jours. La réalité est pourtant bien plus complexe. Le soi-disant bunker secret nazi était en réalité composé de deux structures distinctes, construites à des époques différentes, avec des fonctions spécifiques et des niveaux de protection inégaux, qui n'ont été pleinement utilisés ensemble que dans la phase finale de la guerre. Le premier de ces abris fut le Vorbunker, ou bunker supérieur, construit en 1936 sous l'ancien bâtiment de la chancellerie du Reich. À l'origine, il n'était pas destiné à servir de centre de commandement ni de résidence permanente, mais d'abri anti-aérien temporaire pour protéger les fonctionnaires, les employés et le personnel administratif lors d'attaques ponctuelles. À cette époque, le régime avait encore confiance en sa puissance militaire et rares étaient ceux qui pouvaient imaginer que Berlin serait soumise, des années plus tard, à des bombardements systématiques et dévastateurs. Au fil de la guerre et face à l'évolution radicale de la situation stratégique, notamment après 1943, la vulnérabilité de la capitale allemande devint manifeste. Les raids aériens alliés s'intensifièrent et atteignirent une ampleur sans précédent. C'est alors que le haut commandement nazi réalisa que le Vorbunker n'offrait plus une protection suffisante. En conséquence, la construction d'une seconde structure, beaucoup plus profonde et renforcée, fut ordonnée, conçue spécifiquement pour abriter Adolf Hitler et les dirigeants du régime en cas d'extrême urgence. C'est ainsi que naquit le Führerbunker, achevé début 1944. Cette nouvelle installation était située à plus de 8 mètres sous terre et était entourée d'épais murs en béton armé, conçus pour résister aux explosions environnantes. Contrairement au Vorbunker, le Führerbunker n'était pas seulement un abri, mais un centre de pouvoir souterrain, avec des pièces privées, des salles de conférence, des systèmes de communication et des espaces d'où l'on tentait de diriger une guerre qui commençait déjà à basculer irréversiblement contre l'Allemagne. Les deux bâtiments étaient reliés par un escalier et un couloir, mais leurs fonctions au sein du complexe étaient clairement différenciées. Le Vorbunker servait de zone de soutien logistique. Il abritait les cuisines, les offices, les dortoirs du personnel, les salles de repos et quelques bureaux secondaires. Le Führerbunker, en revanche, était le centre névralgique du commandement, réservé au cercle restreint du Führer, avec un accès limité et un niveau de sécurité plus élevé. Cette division n'était pas seulement architecturale, mais profondément symbolique. À l'étage, le quotidien du personnel se déroulait, marqué par l'épuisement, la pénurie et une tension croissante. Au niveau inférieur, à l'abri du bruit direct de la ville et de la réalité du front, des décisions de plus en plus désespérées étaient prises, sur la base de rapports incomplets et d'une vision déformée de la situation militaire. Le double bunker reflétait la déconnexion totale entre les dirigeants nazis et le monde extérieur, ainsi que la tentative de protéger le Führer non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement de la défaite imminente. À la fin du mois d'avril 1945, ces deux bâtiments furent transformés en un labyrinthe sombre et claustrophobique. Des couloirs étroits, des portes en acier, un éclairage artificiel et une atmosphère pesante définissaient l'ambiance. Le pouvoir absolu du Troisième Reich s'était réduit à quelques mètres sous terre, où les décisions ne pouvaient plus infléchir le cours des événements. Le bunker ne protégeait pas seulement les corps, il dissimulait l'effondrement final d'un régime, devenant le théâtre silencieux de la fin de l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire moderne. Un refuge froid et humide, loin du luxe. Malgré l'image de pouvoir absolu qui entourait Adolf Hitler, le refuge où il passa ses derniers mois était loin d'être le luxe que beaucoup imaginent. Le Führerbunker était un espace sombre, froid et profondément oppressant, construit à la hâte et conçu presque exclusivement pour résister aux bombardements, et non pour garantir des conditions de vie adéquates.
Ces épais murs en béton armé l'isolaient du monde extérieur, mais emprisonnaient en même temps l'humidité, les odeurs et l'air vicié, créant un environnement suffocant qui contrastait avec l'image de grandeur que le régime projetait au monde extérieur. Le problème le plus persistant à l'intérieur du bunker était l'humidité constante. Les infiltrations d'eau souterraine étaient fréquentes, surtout au printemps 1945, lorsque le niveau de la nappe phréatique à Berlin a considérablement monté. L'eau stagnait sur les sols et dans les coins, imbibait les murs et obligeait le personnel à actionner les pompes de drainage presque constamment pour éviter les inondations. Malgré ces efforts, une odeur de moisissure, d'humidité et de rouille imprégnait chaque recoin de l'abri, une odeur que plusieurs témoins ont décrite comme suffocante et difficile à supporter sur une longue période. La température n'arrangeait rien. Bien que le Führerbunker fût équipé de systèmes de chauffage, leur fonctionnement était erratique en raison de pannes techniques, de coupures de courant et de pénurie de carburant. Le froid s'infiltrait à travers le béton et nombre d'occupants passaient de longues heures emmitouflés dans leurs manteaux, même dans leur propre chambre. Ce froid constant renforçait l'atmosphère de malaise, d'épuisement et de délabrement qui imprégnait la vie souterraine. La ventilation constituait un autre problème critique. Malgré la présence de systèmes de filtration conçus pour protéger contre les gaz, l'air s'est rapidement saturé en raison d'une circulation insuffisante et du nombre de personnes confinées dans des espaces restreints. La fumée de cigarettes, l'odeur de carburant et la sueur se mêlaient dans les couloirs, créant une atmosphère pesante qui aggravait la fatigue physique et mentale de ceux qui s'y trouvaient encore. En contraste frappant avec la propagande nazie qui glorifiait la grandeur et l'opulence, le mobilier du bunker était austère et purement fonctionnel. Des lits étroits, des bureaux rudimentaires, des chaises en bois et des lampes à faible intensité composèrent les espaces. Les appartements privés d'Hitler et d'Eva Braun ne se distinguaient pas par leur luxe, mais plutôt par leur simplicité, avec une décoration minimale et peu d'équipement. Tout y était conçu pour la praticité, non pour le confort. Cet environnement hostile a eu un impact psychologique profond sur les occupants du Führerbunker. Le confinement prolongé, l'absence totale de lumière naturelle, le bruit constant de l'artillerie et les conditions matérielles du lieu ont intensifié le sentiment d'une défaite imminente. La monotonie de l'environnement et le manque de stimuli extérieurs ont contribué à une détérioration émotionnelle généralisée, augmentant l'anxiété, l'insomnie et l'irritabilité. Loin d'être un palais souterrain, le Führerbunker est finalement devenu un symbole tangible de l'effondrement du régime nazi. Conçu comme un refuge pour protéger les dirigeants du Reich, il a fini par refléter la ruine matérielle, morale et psychologique d'un système en déliquescence. Sous des tonnes de béton, l'image du pouvoir absolu s'est évanouie, révélant la fragilité d'un régime qui ne pouvait plus même maintenir l'illusion du contrôle. La construction du bunker. Le Führerbunker fut achevé en 1944, à un moment où le sort du Troisième Reich était pratiquement scellé. L'Allemagne avait alors perdu l'initiative stratégique sur tous les fronts clés. À l'Est, l'armée rouge progressait inexorablement après la victoire soviétique à Stalingrad et l'offensive qui s'ensuivit en Europe centrale. À l'Ouest, les Alliés avaient débarqué en Normandie et commençaient à progresser lentement vers le cœur du Reich. Dans le même temps, les bombardements alliés s'abattaient presque quotidiennement sur les grandes villes allemandes, réduisant les infrastructures industrielles et sapant le moral de la population civile. Malgré ces sombres perspectives, le régime nazi décida d'investir des ressources de plus en plus rares dans la construction d'un bunker souterrain plus profond et plus renforcé. Dans un contexte de pénurie de matériaux, de main-d'œuvre et de carburant, la priorité accordée au Führerbunker révèle à quel point la survie des dirigeants était devenue une obsession. Alors que des usines étaient détruites et des villes entières réduites en ruines, des ressources étaient détournées pour protéger une élite dirigeante qui refusait d'accepter une défaite inévitable. Cette décision témoignait d'une totale déconnexion entre les dirigeants nazis et la réalité militaire. Le bunker n'était pas conçu comme un centre de résistance prolongée ni comme une base pour la guérilla, mais comme un refuge désespéré, un dernier bastion psychologique d'où tenter de maintenir l'illusion du contrôle. Dans la clandestinité, il comptait mener une guerre désormais impossible à gagner, misant davantage sur la volonté et la propagande que sur la situation réelle sur le champ de bataille. La construction du Führerbunker fut menée dans l'urgence.
Travailleurs forcés, prisonniers et civils furent employés pour accélérer les travaux, malgré les bombardements aériens incessants sur Berlin. Les conditions de travail étaient dures et dangereuses, et la priorité absolue était d'achever l'abri au plus vite. La rapidité a primé sur la qualité, ce qui explique de nombreux défauts structurels. Mauvaise ventilation, problèmes d'humidité constant, systèmes techniques instables et protection limitée contre les bombes de gros calibre. D'un point de vue militaire, le Führerbunker n'a jamais constitué une solution définitive. Malgré l'épaisseur de ses murs en béton armé, il ne pouvait garantir une sécurité absolue face à un siège prolongé ou à des attaques directes. Son emplacement fixe en faisait une cible potentielle, et sa dépendance aux infrastructures de la ville le rendait vulnérable aux coupures d'électricité, d'eau et de communication. Plus qu'un bastion imprenable, le bunker représentait une forteresse illusoire, construite lorsque la défaite était devenue inévitable, mais on refusait toujours de l'accepter. Durant les derniers mois de la guerre, le Führerbunker devint le centre d'une dangereuse illusion, la croyance que tenir encore quelques jours ou quelques semaines pourrait entraîner un retournement de situation inattendu, que ce soit par des divisions entre les Alliés ou par une prétendue contre-attaque miraculeuse. Pendant ce temps, en surface, le Troisième Reich s'effondrait rapidement. Les villes tombaient, les armées capitulaient et la population subissait les conséquences d'une guerre perdue. Sous terre, les murs se durcissaient, mais la réalité était inéluctable. Ce refuge ne marquait pas le début d'une nouvelle résistance, mais l'étape finale d'un régime condamné. Les 105 derniers jours d'Hitler sous terre. Le 16 janvier 1945, Adolf Hitler descendit pour la dernière fois dans le Führerbunker, marquant un tournant décisif dans sa vie et dans l'histoire du Troisième Reich. Dès ce jour, il ne remit plus jamais les pieds à Berlin. Alors que les troupes soviétiques avançaient depuis l'Est et que les Alliés pressèrent l'ennemi depuis l'Ouest, le dictateur choisit la clandestinité comme ultime forme de résistance. Pendant les 105 jours suivants, il demeura presque exclusivement clandestin, tandis que la capitale allemande se transformait en champ de bataille et que le Reich, qui avait promis de durer 1000 ans, s'effondrait autour de lui. Durant les premières semaines, Hitler s'efforça de maintenir une routine qui simulait la normalité et le contrôle. Des réunions militaires étaient organisées quotidiennement, avec des cartes étalées sur les tables et des officiers présentant des rapports de plus en plus déconnectés de la réalité. On parlait de réserves stratégiques, de contre-attaques décisives et de mouvements de troupes qui, bien souvent, n'existaient que dans l'imagination du haut commandement. Des unités détruites ou encerclées figuraient encore dans les plans et des armées épuisées étaient envoyées en missions impossibles, témoignant d'une déconnexion totale avec la réalité du terrain. Au fil des semaines, le déclin physique et mental d'Hitler devint impossible à dissimuler. Des témoins proches décrivirent un homme visiblement vieilli, le dos voûté, le visage émacié et les mains tremblantes. Sa santé se détériorait rapidement, aggravée par le stress, l'insomnie et les médicaments. Il dormait peu d'heures, mangeait de façon irrégulière et alternait de longues périodes d'isolement avec des accès de colère dirigés contre ses généraux, qu'il tenait pour responsables de l'effondrement militaire. L'atmosphère du bunker accentuait cette détérioration. L'absence totale de lumière naturelle, l'air lourd et le bruit constant de l'artillerie soviétique créaient un sentiment permanent d'irréalité. Dans la clandestinité, le temps semblait suspendu et les mauvaises nouvelles s'accumulaient sans relâche. Chaque rapport confirmait que l'étau se resserrait, mais Hitler s'accrochait à l'espoir d'un retournement de situation, convaincu qu'une ultime résistance était encore possible. Au fil des jours, le cercle rapproché d'Hitler se réduisit drastiquement. Il commença à se méfier même de ses proches collaborateurs et voyait une trahison dans chaque erreur ou retard. La paranoïa s'installa et son isolement s'accentua. Les décisions étaient prises dans un environnement clos, sans confrontation avec la réalité extérieure, ce qui renforçait une vision de plus en plus déformée de la guerre. Durant ces 105 derniers jours, le Führerbunker cessa d'être un centre de commandement efficace et se transforma en une prison qu'il s'était lui-même imposée. Piégé sous des tonnes de béton, Adolf Hitler assista à l'effondrement total de son projet politique et militaire. Entouré de cartes inutiles, d'ordres sans destinataire et de promesses vaines, il affrontait la fin, sachant qu'il n'y avait aucune issue. Son emprisonnement symbolisait non seulement la chute d'un dirigeant,
mais aussi l'effondrement définitif d'un régime qui avait mené l'Europe à sa perte. Survivre au milieu de l'effondrement. Malgré le chaos absolu qui régnait à la surface de Berlin, le Führerbunker avait été conçu comme un abri capable de maintenir la vie souterraine durant un siège prolongé. Ses concepteurs l'avaient doté de systèmes techniques de pointe pour l'époque, destinés à garantir sa résistance aux bombardements incessants et à l'effondrement de la ville. Leurs propres générateurs électriques, systèmes de filtration d'air, réservoirs d'eau potable et réserves de carburant faisaient partie d'un réseau conçu pour maintenir opérationnel le dernier refuge des dirigeants nazis, même si le monde extérieur cessait d'exister complètement. L'électricité était un élément fondamental de la survie dans le bunker. Des générateurs alimentaient l'éclairage artificiel, indispensable dans un environnement dépourvu de lumière naturelle, ainsi que les systèmes de ventilation, les lignes téléphoniques internes et certains équipements de communication. Cependant, la fiabilité de ces systèmes était loin d'être parfaite. Les coupures de courant étaient fréquentes en raison de pannes mécaniques, de pénuries de carburant et de dommages indirects liés au combat de surface. Chaque interruption obligeait le personnel à agir rapidement en éteignant les lumières non essentielles et en limitant l'utilisation du matériel afin d'éviter un effondrement total du réseau électrique. La qualité de l'air constituait un autre élément crucial et une source constante de préoccupation. Bien que le Führerbunker fût équipé de filtres conçus pour protéger contre les gaz toxiques et les polluants, le système n'était pas adapté pour abriter des dizaines de personnes dans des espaces confinés pendant une période aussi prolongée. Au fil des jours, l'air s'alourdissait, saturé d'humidité et d'odeurs persistantes. La fumée de cigarettes, le carburant du générateur, la transpiration et une ventilation insuffisante créaient une atmosphère suffocante qui rendait la respiration difficile et accentuait le sentiment d'enfermement. De nombreux occupants décrivaient l'environnement comme suffocant, surtout la nuit. L'approvisionnement en eau potable constituait un autre défi constant. Bien qu'il existât des réservoirs et des pompes permettant de puiser l'eau souterraine, celle-ci devait être traitée et rationnée avec soin. Au fur et à mesure que le siège se prolongeait, la consommation fut strictement réglementée. Les douches, la lessive et toute utilisation non essentielle étaient restreintes. Ces derniers jours, l'hygiène personnelle est passée au second plan face à la nécessité de préserver l'eau pour boire et cuisiner, ce qui a aggravé les conditions sanitaires et contribué à la détérioration physique et psychologique du personnel. Les réserves de nourriture et de carburant commencèrent à s'épuiser rapidement à mesure que l'encerclement de Berlin se resserrait. Bien que le Führerbunker ait été conçu pour résister à plusieurs semaines d'isolement, il n'avait jamais été prévu pour un séjour indéfini ni pour une situation où tout ravitaillement serait impossible. L'accès à la ville étant coupé et les entrepôts de surface détruits ou rendus inaccessibles, chaque ressource stockée sous terre devint d'une valeur inestimable. Les repas, qui au début conservaient une certaine régularité, se simplifièrent peu à peu. Les plats chauds se firent rares, les produits frais disparurent, et l'alimentation se réduisit à des aliments de base et des conserves. Les rations se réduisaient sans cesse, non seulement en raison des pénuries, mais aussi de la nécessité d'économiser les réserves au maximum. Même au cœur du pouvoir nazi, la guerre se manifestait directement par la faim et la monotonie des repas. Le carburant était géré avec une extrême rigueur. Son utilisation était réservée presque exclusivement aux générateurs électriques et aux systèmes jugés vitaux, tels que la ventilation et les communications internes. Toute consommation superflue était considérée comme une menace pour la survie du bunker. La possibilité d'une coupure d'électricité signifiait non seulement la perte d'éclairage, mais aussi l'effondrement des systèmes qui assuraient la respirabilité de l'air et le fonctionnement de base de l'abri. L'impossibilité totale de se réapprovisionner engendrait une tension constante. Chaque panne technique, chaque interruption d'approvisionnement était perçue comme un avertissement que la fin approchait inexorablement. Le personnel était pleinement conscient qu'une fois les réserves épuisées, il n'y aurait pas d'alternative. Le bunker, conçu comme un ultime refuge, ressemblait de plus en plus à un piège sans issue. Avec le temps, les systèmes présentés comme la preuve de la supériorité technologique et organisationnelle du régime nazi devinrent un rappel constant de sa fragilité. Les machines exigeaient un entretien incessant, le carburant était rare et les pannes s'accumulaient.
La technologie ne symbolisait plus le contrôle ou le pouvoir, mais la dépendance et la vulnérabilité face à des circonstances incontrôlables. Au cœur du Führerbunker, l'énergie, l'air et l'eau cessaient d'être des expressions de maîtrise technique et devenaient des ressources limitées, gérées avec anxiété et crainte. Chaque restriction, chaque rationnement, chaque échec démontrait que même sous des tonnes de béton, l'effondrement était inévitable. Le Troisième Reich, qui avait promis de durer 1000 ans, se retrouva incapable de se maintenir même dans son dernier refuge souterrain et se consumait lentement par la pénurie et le désespoir. Un bunker puissant, mais pas invincible. Le Führerbunker fut construit pour résister aux bombardements alliés intensifs qui ravagèrent Berlin à partir de 1943 et, à ce titre, il constituait l'une des structures souterraines les plus robustes du Troisième Reich. Ses murs en béton armé atteignaient plusieurs mètres d'épaisseur et ses toits étaient renforcés par des couches supplémentaires de ciment et d'acier conçues pour absorber et disperser l'énergie des explosions environnantes. Pour ceux qui s'y étaient réfugiés, surtout durant les premiers mois, le bunker procurait un sentiment de protection quasi absolue, comme s'il s'agissait d'une forteresse capable de résister à toute attaque aérienne. Cependant, cette impression d'invulnérabilité n'était qu'une illusion. Le Führerbunker avait été conçu pour résister aux explosions indirectes, aux débris et à l'effondrement des bâtiments voisins, mais pas aux impacts directs de bombes de gros calibre ni à une attaque systématique concentrée sur son emplacement précis. Si les Alliés avaient localisé l'abri avec précision et l'avaient détruit délibérément, l'issue aurait été tout autre. Sa fonction première était d'offrir un abri et une protection temporaire, et non de résister à un siège prolongé ou à une attaque planifiée. De plus, la solidité du bunker dépendait entièrement de la survie des infrastructures environnantes. Ces systèmes de ventilation, d'électricité, de communication et d'approvisionnement étaient tous reliés à des installations situées en surface ou dans les environs de la ville. À mesure que Berlin s'effondrait sous l'avancée ennemie, ces liaisons devenaient de plus en plus fragiles. Une grave panne de ventilation, une coupure de courant prolongée ou la destruction des systèmes de pompage d'eau aurait rapidement transformé l'abri en un piège mortel pour ceux qui s'y trouvaient. L'avancée de l'armée rouge a mis en évidence ces limitations de façon dramatique. Fin avril 1945, les combats faisaient rage à quelques rues seulement du complexe de la chancellerie du Reich. L'artillerie soviétique bombardait sans relâche la zone, et les explosions faisaient trembler les murs du bunker, ébranlant portes, lampes et meubles. Bien que les bombes n'aient pas touché directement l'abri, le grondement constant rappelait à ses occupants que l'ennemi se rapprochait de plus en plus et que la protection offerte par le béton avait une limite évidente. Contrairement aux bombardements aériens contre lesquels le Führerbunker offrait une défense acceptable, il n'existait aucune possibilité réelle de résister à une conquête terrestre. Le bunker ne disposait pas d'issue de secours pour une évacuation massive, ni des moyens de soutenir une défense armée prolongée. Une fois que les troupes soviétiques auraient repris le contrôle de la zone, l'abri serait complètement encerclé, sans possibilité d'évasion ni capacité de résistance militaire efficace. Ainsi, le Führerbunker en vint à symboliser la dernière grande illusion du régime nazi. Il paraissait puissant, solidement construit et présenté comme un refuge définitif, mais en réalité, il était incapable de modifier le cours de la guerre. Plus qu'une forteresse invincible, elle devint un refuge temporaire pour une direction prise au piège, consciente que même le béton le plus épais ne pourrait empêcher l'effondrement total et irréversible du Troisième Reich. La vie quotidienne à l'intérieur du refuge. La vie quotidienne dans le bunker était rythmée par la routine, l'enfermement et un sentiment constant d'irréalité. Alors même que le monde extérieur s'effondrait sous les bombardements et l'avancée ennemie à l'intérieur de l'abri, il s'efforçait de maintenir une apparence de normalité presque artificielle. Les journées commençaient par des réunions militaires, des rapports du front et des tâches administratives suivant un emploi du temps rigide, comme s'il était encore possible de diriger les opérations et de renverser le cours d'une guerre déjà jouée. Le personnel logeant dans le bunker était nombreux et de nature diverse. Des officiers supérieurs y vivaient aux côtés de secrétaires, de médecins, d'infirmières, de cuisiniers, d'infirmiers, de messagers et de membres de la garde personnelle. Ils partageaient tous des espaces exigus, des couloirs étroits et des pièces sans fenêtres, éclairées uniquement par une lumière artificielle. L'intimité était inexistante et le moindre mouvement était visible de tous.
Le bruit des pas, des portes métalliques, des générateurs et des conversations étouffées formaient un murmure continu qui ne disparaissait jamais, même pendant la nuit. Dormir était devenu une tâche ardue. Les lits étaient étroits, les matelas inconfortables, et l'atmosphère était saturée d'humidité et d'air vicié. Nombreux étaient ceux qui souffraient d'insomnie ou ne parvenèrent qu'à quelques heures de repos, interrompus par des réveils, des réunions impromptues ou le grondement lointain de l'artillerie soviétique. L'épuisement physique et mental s'accumulait jour après jour, affectant l'humeur et le comportement de tous les occupants. Les repas continuaient d'être servis à heure fixe, bien que leur qualité et leur variété aient progressivement diminué. Au début, une certaine discipline était encore maintenue en matière d'alimentation, mais à mesure que Berlin s'isolait davantage, les pénuries alimentaires devinrent évidentes. Les rations furent réduites, les produits frais disparurent et les plats devinrent répétitifs et pauvres en nutriments. Même sous le joug du pouvoir absolu, la guerre se fit sentir de la manière la plus élémentaire: faim, monotonie et angoisse permanente du manque de vivre. Les loisirs étaient pratiquement inexistants, mais certains tentaient de se distraire par de petites choses pour échapper à la tension constante. Écouter de la musique sur un vieux gramophone, lire des livres, faire de courtes parties de cartes ou converser à voix basse étaient autant de tentatives pour préserver leur santé mentale. Cependant, l'atmosphère était chargée d'anxiété. Les rumeurs de défaites au front, de désertion, de complots et de l'avancée irrésistible de l'armée rouge résonnaient dans le bunker comme un refrain incessant, alimentant la peur et la méfiance. La discipline demeurait stricte, bien que de plus en plus dénuée de sens. Les formalités, les salutations et les hiérarchies étaient maintenues, même si la structure du pouvoir s'effondrait. Nombre d'occupants obéirent par inertie, pris entre le devoir et la certitude que la fin était proche. La tension psychologique augmenta et les conflits internes, les disputes et les silences prolongés devinrent de plus en plus fréquents. Au fil des jours, la vie dans le Führerbunker devint monotone, oppressante et profondément claustrophobique. Le temps semblait s'être figé dans un cycle répétitif de rapports, d'attentes et de mauvaises nouvelles. Ce qui avait été conçu comme un havre de paix se transforma en un espace clos où la réalité se distordait et où l'espoir s'éteignait peu à peu. Là, au milieu de la routine imposée et du confinement, le Troisième Reich vécut son agonie finale, tandis que ses habitants attendaient un dénouement qu'ils savaient inévitable, même si personne n'osait le prononcer à voix haute. La chambre secrète d'Eva Braun. À l'intérieur du bunker, Eva Braun occupait un espace modeste, mais clairement séparé de celui du reste du personnel. Sa chambre se situait au cœur de l'abri, près des appartements d'Hitler, témoignant de sa relation personnelle étroite avec le dictateur durant les derniers mois de la guerre. Malgré l'effondrement en surface, ce petit espace devint leur refuge privé au sein du confinement général. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, la chambre d'Eva Braun n'était pas luxueuse. Elle était simplement meublée d'un lit simple, d'une petite armoire, d'une table et de quelques objets personnels. Des photographies, des vêtements et des objets du quotidien offraient un semblant de normalité dans un environnement dominé par le béton, l'humidité et une tension constante. C'était un espace intime dans un lieu où l'intimité était pratiquement inexistante. Eva Braun s'efforçait de conserver une apparence de normalité même dans les derniers jours du Troisième Reich. Alors que Berlin était pilonné par l'artillerie soviétique et que l'encerclement se resserrait, elle continuait de prendre le temps de se faire belle, de se coiffer et de s'habiller avec soin. Elle écoutait de la musique, feuilletait des magazines et bavardait avec les secrétaires du bunker, s'accrochant à des gestes de normalité qui contrastaient fortement avec la situation extérieure. Cette attitude semblait être une forme d'évasion, une tentative désespérée de maintenir une routine qui la protégerait de la peur et de l'effondrement imminent. Son comportement contrastait nettement avec l'état d'esprit de plus en plus isolé, irritable et méfiant d'Hitler. Tandis qu'il passait de longues heures enfermé, à étudier des cartes irréalistes ou plongé dans de longs silences, Eva Braun se déplaçait dans l'espace confiné du bunker avec une apparente légèreté. Sa chambre était devenue une sorte de refuge émotionnel, une bulle fragile où elle tentait de nier la réalité, même si ce n'était que pour de brefs instants. L'accès à cet espace était restreint, ce qui a contribué aux rumeurs ultérieures d'une prétendue pièce secrète.
En réalité, il ne s'agissait pas d'un lieu caché au sens architectural du terme, mais plutôt d'une zone réservée au cercle restreint du Führer. Tous les occupants du bunker ne pouvaient pas circuler librement dans cette partie, et la proximité de leur chambre avec les appartements privés d'Hitler renforçait le sentiment d'exclusivité et d'isolement. Ce contrôle d'accès a alimenté rumeurs, spéculations et légendes qui ont persisté pendant des décennies. À la fin du mois d'avril 1945, la chambre d'Eva Braun prit une signification profondément tragique. C'est dans cet environnement clos et oppressant qu'elle passa ses dernières heures avec Hitler, après un mariage secret célébré dans la nuit du 28 au 29 avril. La cérémonie fut brève, presque bureaucratique, avec peu de témoins et sans célébration. Pourtant, pour Eva Braun, elle représentait l'aboutissement d'une relation marquée par la soumission, l'attente et un déni constant de la réalité. Cette petite pièce, censée offrir un peu d'intimité durant l'enfermement, devint un lieu chargé de symboles. Elle fut le témoin silencieux de décisions finales, d'adieux retenus et de la fin d'une vie inextricablement liée au destin du régime nazi. En ce lieu, loin des centres du pouvoir et de la propagande, se révéla la dimension humaine et tragique et brutale d'un effondrement historique. La chambre d'Eva Braun n'était ni un sanctuaire ni une cachette secrète, mais le théâtre intime de la chute finale du Troisième Reich. Peur, paranoïa et alcool, ces derniers jours. Alors que l'encerclement soviétique de Berlin se resserrait, l'atmosphère à l'intérieur du bunker devint suffocante. La peur, d'abord passagère, se mua en un état constant. Chaque explosion à proximité, chaque rapport du front, chaque rumeur circulant dans les couloirs confirmait une vérité impossible à dissimuler. La fin était imminente, à quelques jours, voire quelques heures. Sous terre, le temps semblait s'écouler lentement et cruellement, alimentant une angoisse collective. La paranoïa s'empara peu à peu du cercle rapproché d'Hitler. La méfiance était totale. Généraux, officiers et aides étaient considérés avec suspicion, et le moindre commentaire pouvait être interprété comme une trahison. Hitler commença à croire qu'il avait été trahi par sa propre armée, accusant des commandants inexistants et imputant la défaite à des complots internes. Cette obsession a encore détérioré les relations au sein du bunker et a créé un climat de tension émotionnelle constante. Le commandement devint erratique. Les ordres contradictoires étaient fréquents et une obéissance absolue était exigée pour des plans militaires qui n'avaient plus aucun sens pratique. Certains officiers savaient que les décisions prises étaient impossibles à mettre en œuvre, mais ils y consentaient tacitement, craignant la réaction du Führer. La crainte ne portait pas seulement sur l'ennemi extérieur, mais aussi sur les accès de colère qui pouvaient survenir lors de n'importe quelle réunion. Dans ce contexte de désespoir, l'alcool prit une place de plus en plus importante. Des bouteilles de vin, de spiritueux et de champagne, conservées pour des fêtes qui n'eurent jamais lieu, commencèrent à circuler parmi les occupants du bunker. Pour certains, boire était un moyen d'apaiser les tensions. Pour d'autres, une façon d'échapper mentalement à une réalité insupportable. Les soirées étaient ponctuées de toasts forcés, de rires nerveux et de silences gênants. Les réunions informelles qui se tenaient à l'intérieur du Führerbunker contrastaient fortement avec la situation à la surface. Tandis que Berlin brûlait sous les tirs d'artillerie soviétique et que des immeubles s'effondraient à quelques rues de là, sous terre, de petits groupes se rassemblaient pour boire un verre, converser difficilement et même échanger des rires nerveux. Ces scènes ne reflétaient pas un véritable calme, mais plutôt une tentative désespérée de maintenir une apparence de normalité au milieu du désastre. Le contraste entre les deux mondes accentuait le sentiment d'irréalité, comme si le bunker existait dans une dimension parallèle, déconnectée des souffrances qui ravageaient la ville. L'insomnie devint un fléau pour les occupants. Nombre d'entre eux parvenaient à peine à dormir quelques heures, interrompus par le grondement incessant des canons, les vibrations des murs et une angoisse permanente. Les nuits étaient particulièrement longues, hantées par des pensées obsessionnelles concernant l'avenir immédiat, la capture, la mort ou l'effondrement total. L'épuisement physique s'accompagnait d'une profonde fatigue mentale, d'une altération du jugement et d'une irritabilité croissante. Au fil des jours, les disputes s'intensifièrent. Les nerfs étaient à vif et le moindre désaccord pouvait dégénérer en confrontation.
La pression psychologique était immense, alimentée par le manque d'informations fiables, la détention prolongée et la certitude que la fin était proche. Certains ont réagi par des accès de colère, d'autres par un silence de plus en plus profond, et nombreux sont ceux qui ont cherché refuge dans l'alcool comme forme d'échappatoire. La consommation d'alcool a fortement augmenté ces derniers jours. L'alcool est devenu un moyen d'anesthésier la peur, la culpabilité et le désespoir. Des bouteilles de vin, de spiritueux et de champagne circulaient dans tout le bunker, surtout la nuit, lorsque les tensions étaient à leur comble. Cette ressource, loin d'améliorer la situation, a contribué à des décisions erratiques, à des disputes plus intenses et à une perte croissante de contrôle émotionnel. La paranoïa gagna également du terrain parmi les occupants. Les soupçons de trahison, d'espionnage ou de déloyauté se multiplièrent, et la confiance entre les membres du cercle restreint se détériora rapidement. Des regards furtifs, des chuchotements et une atmosphère de méfiance constante imprégnaient les couloirs. La peur ne venait plus seulement de l'ennemi extérieur, mais aussi de ceux qui partageaient le confinement. À la fin du mois d'avril 1945, le Führerbunker cessa d'être un simple refuge physique et devint le reflet de l'effondrement interne du régime nazi. La peur, la paranoïa, l'épuisement et l'abus d'alcool révélaient une profonde déchéance morale et psychologique. Sous des tonnes de béton, le Troisième Reich ne perdait pas seulement la guerre sur le champ de bataille, mais perdait aussi le contrôle de lui-même, se désintégrant de l'intérieur dans un climat de tension, de déni et de désespoir. Les communications qui étaient coupées avec le Reich. Durant les derniers mois du Troisième Reich, les communications au sein du Führerbunker devinrent à la fois vitales et extrêmement fragiles. Téléphones, lignes télégraphiques protégées et systèmes radio à ondes courtes reliaient l'abri souterrain à un pays qui s'effondrait à un rythme inexorable. Par ces voies, Hitler et son entourage tentèrent d'exercer un contrôle qui n'existait plus, envoyant des ordres à des fronts effondrés et attendant des réponses d'armées qui, dans de nombreux cas, ne survivaient plus que sur le papier. Durant les premières semaines, le bunker a maintenu des liens relativement stables avec le haut commandement et quelques unités militaires dispersées. Des rapports quotidiens parvenaient de divers secteurs, mais ils devenaient de plus en plus confus, contradictoires et difficiles à vérifier. Les cartes étaient truffées d'annotations irréalistes et les messages étaient transmis avec des retards considérables. L'information était fragmentée, déformée ou disparaissait tout simplement dans le chaos, reflétant fidèlement la désorganisation totale du Reich à la fin de ses jours. Face à l'avancée implacable de l'armée rouge vers Berlin, l'infrastructure des communications commença à s'effondrer. Les bombardements incessants détruisaient les centraux téléphoniques, sectionnaient les câbles souterrains et rendaient les centres de transmission inutilisables. Les opérateurs à l'intérieur du bunker tentaient de maintenir les lignes actives en changeant de fréquence, en réparant le matériel endommagé et en transmettant des messages sans cesse. Mais la plupart des communications se terminaient par des interférences, du bruit statique ou un silence complet. Cet isolement croissant eut des conséquences désastreuses sur la prise de décision. Hitler et son entourage furent contraints d'agir sur la base d'informations incomplètes, exagérées, voire totalement fausses. Nombre d'officiers, craignant les réactions du Führer, minimisèrent les défaites ou inventèrent de toutes pièces des mouvements de troupes qui n'eurent jamais eu lieu. La réalité du champ de bataille avait complètement disparu, ce qui a conduit à des ordres impossibles et à des plans militaires déconnectés de toute logique stratégique. Au fil des jours, les communications se réduisirent à des contacts sporadiques et désespérés. Les tentatives de liaison avec les unités voisines à Berlin échouèrent systématiquement. Les appels étaient coupés, les messages restaient sans réponse et le silence régnait constamment dans le bunker. Ce réseau de communication qui symbolisait jadis le contrôle absolu du régime nazi se désintégrait sous les yeux mêmes de ses dirigeants. L'impact psychologique de cet effondrement fut profond et progressif. À mesure que les communications se détérioraient, le Führerbunker se transforma en un monde totalement clos, isolé non seulement par le béton et la profondeur, mais aussi par l'absence d'informations fiables. Les rapports qui parvenaient étaient fragmentaires, contradictoires ou manifestement obsolètes, engendrant un sentiment d'incertitude permanent. Faute de contact réel avec le monde extérieur, la perception du temps et de la situation militaire commença à se déformer, alimentant un climat de confusion et d'anxiété persistante.
Un sentiment d'isolement total s'empara du personnel. Nombreux étaient ceux qui comprenaient que, sans communication opérationnelle, aucune évacuation, négociation ou sauvetage n'était envisageable. L'abri cessa d'être un centre de commandement et devint une structure close, scellée sous terre, où l'avenir semblait se réduire à quelques options désespérées. La perte de contact avec le monde extérieur a non seulement affecté la stratégie militaire, mais aussi le moral et la stabilité émotionnelle de ceux qui sont restés sur place. Le manque de communication a exacerbé la peur et la paranoïa. Faute de confirmation extérieure, les rumeurs se sont multipliées et les suppositions ont remplacé les faits. Certains imaginaient une progression alliée plus rapide qu'elle ne l'était en réalité, tandis que d'autres s'accrochaient à l'espoir d'une résistance illusoire. Le manque d'informations claires a permis au déni et aux illusions de persister, tout en augmentant les tensions parmi les occupants du bunker. Dans les derniers instants, le bunker du Führer était pratiquement coupé du monde. Les radios captaient à peine des signaux lointains et déformés, tandis que les téléphones ne permettaient plus d'établir de contact avec aucune autorité compétente. Les messages restaient sans réponse et les tentatives de contact avec les unités militaires voisines échouaient les unes après les autres. Chaque appel infructueux et chaque silence prolongé renforçait ce sentiment d'abandon absolu. Lorsque les communications furent totalement coupées, non seulement la capacité de diriger les opérations militaires fut perdue, mais aussi le dernier lien symbolique avec le monde extérieur. Le Troisième Reich, qui avait bâti sa puissance sur la propagande, la coordination et le contrôle total de l'information, se retrouva réduit au silence. Dans ce silence final, le régime cessa d'exister en tant qu'État fonctionnel et se réduisit à un groupe isolé de personnes piégées sous terre. Le silence qui régnait dans le Führerbunker n'était pas seulement l'absence de son, mais le reflet d'une défaite totale. Sans ordre, sans réponse, sans contact, les dirigeants nazis se retrouvaient confrontés à la réalité qu'ils avaient tenté de nier pendant des années. Sous des tonnes de béton, l'effondrement psychologique a accompagné l'effondrement militaire, scellant la fin définitive d'un régime qui ne pouvait plus communiquer, même avec lui-même. La fin d'Hitler à l'intérieur du bunker, témoignage de Trodel Junge. À la fin du mois d'avril 1945, le Führerbunker devint le théâtre des derniers jours d'Adolf Hitler. Berlin était complètement encerclé par l'armée rouge et le grondement incessant de l'artillerie faisait trembler les murs de béton. Il n'y avait plus aucun doute quant à l'issue de la guerre. Le Troisième Reich était vaincu et son chef le savait. Sous terre, isolé du monde et entouré d'un cercle de collaborateurs toujours plus restreint, Hitler était confronté à l'effondrement final de tout ce qu'il avait construit. Durant ces derniers jours, Hitler afficha un mélange de résignation, de colère et de déni. Lors des réunions militaires, il continuait de donner des ordres à des unités inexistantes et d'évoquer des contre-attaques impossibles. Mais en privé, il reconnaissait que la guerre était perdue. La trahison, réelle ou supposée, devint une obsession. Il accusa ses généraux de lâcheté et de déloyauté, convaincus d'avoir été abandonnés par ceux qui avaient juré une loyauté absolue au Reich. Le 29 avril 1945, dans une atmosphère empreinte de fatalisme, Hitler prit une décision qui allait symboliquement marquer la fin de sa vie personnelle et politique. Lors d'une cérémonie brève et presque surréaliste, il épousa Eva Braun à l'intérieur du bunker. Point de célébration, point d'espoir, seulement une tentative désespérée de retrouver une certaine normalité au milieu du chaos. Quelques heures plus tard, Hitler rédigea son testament politique et personnel, dans lequel il rejetait la responsabilité de la défaite sur autrui et réaffirmait sa vision idéologique, même à l'article de la mort. Le 30 avril 1945, alors que les troupes soviétiques se trouvaient à quelques centaines de mètres seulement, Hitler s'enferma avec Eva Braun dans ses appartements privés. Là, il décida de mettre fin à ses jours. Selon les témoignages de ceux qui étaient restés dans le bunker, Eva Braun se suicida au cyanure, tandis qu'Hitler se donna la mort d'une balle, évitant ainsi d'être capturé par l'ennemi. L'acte fut rapide, silencieux et définitif. Conformément aux instructions reçues, les corps furent transportés hors du bunker, dans le jardin de la chancellerie du Reich. Là, sous le feu ennemi et au milieu du chaos, ils furent aspergés d'essence et partiellement brûlés.
Hitler craignait que sa dépouille ne soit exhibée comme un trophée et voulait à tout prix éviter un sort semblable à celui des autres dirigeants vaincus. Cette tentative de crémation précipitée fut le dernier geste de contrôle d'un homme qui ne contrôlait plus rien. La nouvelle de sa mort se répandit de façon confuse et fragmentée. À l'intérieur du bunker, certains réagirent avec soulagement, d'autres avec incrédulité, et d'autres encore avec une profonde crainte de ce qui allait suivre. Sans Hitler, le Führerbunker perdit sa raison d'être. Ce qui avait été le centre du pouvoir absolu se transforma en un lieu vide, empreint de silence et de défaite. Traudl Jung fut l'une des plus jeunes et des plus proches secrétaires d'Adolf Hitler durant les dernières années du Troisième Reich, et son témoignage devint l'une des sources les plus révélatrices sur la vie quotidienne au sein du bunker. Lorsqu'elle commença à travailler pour Hitler en 1942, elle n'avait que 22 ans et aucune expérience politique significative. Comme beaucoup d'autres de sa génération, elle était attirée par l'image d'autorité et de charisme projetée par le Führer, sans comprendre pleinement l'ampleur des crimes du régime qu'elle servait. Dans ses mémoires et lors d'entretiens ultérieurs, Jung décrit un Hitler très différent de celui qui apparaissait lors de ses discours publics. À l'intérieur du bunker, loin des foules et de la propagande, il se souvient de lui comme d'un homme vieillissant, dont la santé se détériorait et qui devenait de plus en plus distant. Ses mouvements étaient lents, son corps voûté et sa voix, souvent, étouffée. Pour autant, il conservait des moments d'autorité absolue, notamment lors des réunions militaires, où il s'accrochait à des cartes et des ordres irréalistes, convaincu qu'une victoire impossible était encore possible. L'un des aspects les plus troublants de son récit est la normalité avec laquelle la vie quotidienne se déroulait malgré l'effondrement. Jung décrit comment elle tapait des documents, des ordres et des testaments, tandis que, à quelques rues de là, Berlin était détruite. Pour elle, le travail continuait presque machinalement, comme si l'accomplissement de ses tâches lui permettait d'éviter de penser à ce qui se passait à l'extérieur du bunker. Cette routine bureaucratique, maintenue jusqu'à la fin, reflétait le décalage total entre les dirigeants nazis et la réalité. Traudl Jung fut également témoin direct du déclin émotionnel d'Hitler à la fin de son règne. Elle décrivit des accès de colère soudains, de longs silences et une obsession croissante pour la trahison. Hitler parlait constamment de généraux déloyaux, du peuple allemand qu'il jugeait indigne de survivre et de la nécessité de disparaître avec son régime. Selon Jung, ces conversations ont créé une atmosphère oppressante, où la peur et la tension se mêlaient à un sentiment de fatalisme inévitable. L'un des moments les plus marquants qu'elle a relaté fut la rédaction du testament politique et personnel d'Hitler, dicté aux premières heures du 29 avril 1945. Jung tapa le document, assise à quelques mètres d'un homme qui avait déjà décidé de sa mort. Des années plus tard, elle a avoué qu'à l'époque, elle n'avait pas pleinement conscience de la portée historique de ce qu'elle écrivait. Pour elle, ce n'était qu'une tâche de plus, un texte de plus à rédiger à la perfection, un exemple de plus de la façon dont la routine pouvait anesthésier la conscience. Après le suicide d'Hitler, Traudl Jung resta dans le bunker pendant les heures chaotiques qui suivirent. Elle vit le lieu se remplir de silence, d'incertitude et de peur. Les couloirs, jadis grouillants d'activité, furent plongés dans un calme inquiétant, seulement troublés par des rumeurs et des décisions improvisées quant à la manière de quitter Berlin. Son évasion et sa capture ultérieure par les forces soviétiques marquèrent la fin de son expérience directe au cœur du pouvoir nazi. Des décennies plus tard, Traudl Jung est revenue publiquement sur son rôle et sa responsabilité. Elle a reconnu son ignorance volontaire, sa jeunesse et son manque de questionnement moral. Son témoignage n'avait pas pour but de se justifier, mais plutôt de montrer comment des gens ordinaires pouvaient devenir, sans même s'en rendre compte, des rouages d'une machine criminelle. C'est précisément pour cela que son histoire est si troublante. Elle révèle que le mal ne se manifeste pas toujours par des monstres visibles, mais aussi par les routines, l'obéissance et le silence. Les propos de Traudl Jung et des autres secrétaires présentes dans le bunker nous permettent de comprendre le Führerbunker non seulement comme un abri militaire, mais aussi comme un espace humain empreint de contradictions. Là coexistaient l'obéissance aveugle et le déni, la peur et la routine, la proximité du pouvoir absolu et l'incapacité à en saisir toute la portée. Leurs témoignages transforment le bunker en bien plus qu'un site historique.
Ils en font un avertissement sur la façon dont le fanatisme et le manque d'esprit critique peuvent entraîner des gens ordinaires au cœur même d'une tragédie historique. La tentative soviétique de l'effacer de l'histoire. Après la chute de Berlin et la fin de la guerre en Europe, le bunker, autrefois centre du pouvoir nazi, devint rapidement un problème gênant pour les autorités soviétiques. Pour l'Union soviétique, le site représentait non seulement la défaite de l'ennemi, mais aussi un symbole dangereux. On craignait qu'il ne devienne un lieu de culte, un lieu de pèlerinage pour les sympathisants nazis ou un rappel permanent du régime vaincu. Dans les jours qui suivirent la prise de Berlin, les forces soviétiques inspectèrent minutieusement le bunker. Elles en documentèrent la structure, interrogèrent les survivants et recherchèrent des preuves concluantes de la mort d'Hitler. Pendant des années, Moscou avait entretenu une politique délibérée d'ambiguïté quant au sort final du dictateur, alimentant ainsi rumeurs et théories contradictoires. Cette confusion n'était pas accidentelle, mais faisait partie d'une stratégie visant à contrôler le récit historique. À partir de la fin des années 1940, les autorités soviétiques ont entrepris des démarches concrètes pour effacer physiquement le bunker de la mémoire collective. Des tentatives de démolition partielle ont été effectuées, consistant à combler les couloirs avec des gravats et à détruire des parties essentielles de la structure. Cependant, la résistance du béton armé a rendu sa démolition complète difficile. Le bunker subsistait même après la défaite, tel un vestige gênant du passé. Durant la période étalemande, le site fut délibérément ignoré. Aucune plaque commémorative ni aucun panneau d'information ne furent installés. Sur les cartes officielles, la zone figurait comme un espace insignifiant et pendant des années, toute mention publique de son existence fut évitée. La stratégie était claire, effacer le bunker de la conscience collective, nier son importance historique et empêcher qu'il ne devienne un symbole. Paradoxalement, ce silence n'a fait qu'accroître le mystère. L'absence de toute mention officielle du Führerbunker a alimenté les spéculations, les mythes et les théories du complot. La tentative de le dissimuler a finalement renforcé sa légende. Pour beaucoup, le bunker est passé du statut de simple abri militaire à celui de lieu enveloppé de secrets, de silence et de versions contradictoires de l'histoire. Avec la chute du mur de Berlin et la réunification allemande, la politique du silence commença à s'estomper. Chercheurs, historiens et archéologues reprirent l'étude du site et son existence fut finalement reconnue publiquement et de manière encadrée. Pour autant, la manière dont il a été traité pendant des décennies a laissé une marque indélébile. Le Führerbunker n'a pas seulement été enfoui sous terre, mais aussi sous une couche d'oubli délibéré. La tentative soviétique d'effacer le bunker de l'histoire démontre que certains lieux sont trop chargés d'histoire pour disparaître complètement. Même si les murs sont abattus et les récits réduits au silence, l'histoire perdure. Le Führerbunker, caché et nié pendant des années, a survécu comme un rappel gênant de la portée du pouvoir et de la façon dont même les tentatives d'effacer le passé finissent par en révéler l'importance. Un lieu caché pour éviter les sectes nazies. Après la Seconde Guerre mondiale, le bunker devint un lieu problématique, non seulement en raison de sa fonction passée, mais aussi de ce qu'il pouvait devenir. Les autorités alliées, et notamment les soviétiques, comprirent rapidement que cet endroit pouvait se transformer en symbole dangereux. On craignait réellement que l'endroit ne devienne un lieu de pèlerinage pour les nostalgiques du nazisme, un lieu où le passé pourrait être glorifié plutôt que commémoré comme un avertissement. Pour éviter ce scénario, il fut décidé de dissimuler délibérément le site. Son étude publique ne fut ni encouragée ni autorisée. Pendant des décennies, le Führerbunker fut effacé des récits officiels comme s'il n'avait jamais existé. Ce manque d'informations n'était pas accidentel, mais constituait une stratégie visant à désactiver toute possibilité de vénération ou d'idéalisation du régime vaincu. En Allemagne de l'Est, cette politique de dissimulation était particulièrement stricte. Le terrain situé au-dessus du bunker était réutilisé sans aucun repère visible, et pendant des années, des immeubles d'habitation et des zones urbaines ont été construits sans aucune indication historique. L'objectif était clair: intégrer le lieu au quotidien, en atténuer l'importance et éviter qu'il n'attire l'attention. Là où se prenaient autrefois des décisions qui touchaient des millions de personnes, on construisait désormais des maisons ordinaires. Cependant, ce silence n'a pas freiné l'intérêt. Au contraire, l'absence d'informations officielles
a alimenté rumeurs, spéculations et théories du complot. Pour beaucoup, le fait que le site soit resté secret n'a fait que renforcer son aura de mystère. Le Führerbunker est devenu davantage une légende urbaine qu'un site historique documenté, ce qui a encore compliqué la tentative de neutraliser sa charge symbolique. Avec le temps, historiens et autorités ont commencé à se demander si la dissimulation était vraiment la meilleure façon d'affronter le passé. L'idée a émergé qu'ignorer l'histoire ne la fait pas disparaître et qu'un souvenir contrôlé et contextualisé peut être un outil plus efficace que le silence absolu. Ce changement d'approche a marqué le début d'une relation plus ouverte, quoique prudente, avec l'héritage du bunker. Aujourd'hui, le Führerbunker demeure un lieu sans monument grandiose ni hommages ostentatoires. On n'y trouve ni statue ni plaque commémorative. Son emplacement est discrètement indiqué par des panneaux d'information sobres et pédagogiques. Cette forme de mémoire contrôlée reflète un effort conscient pour éviter les cultes nazis, transformant le lieu non pas en un symbole de pouvoir, mais en un avertissement silencieux sur les conséquences du fanatisme et de l'autoritarisme. Le Führerbunker n'était pas qu'une simple construction militaire ou un abri d'urgence. Au fil du temps, et surtout dans ces derniers jours, il devint le symbole concret du fanatisme qui avait dominé le régime nazi depuis sa création. Sous des tonnes de béton, les dirigeants du Troisième Reich se sont enfermés non seulement pour échapper aux bombes, mais aussi pour fuir une réalité qui ne correspondait plus à leur vision idéologique du monde. Le fanatisme se manifestait par un refus catégorique d'accepter la défaite. Malgré l'épreuve militaire, l'effondrement des fronts et la destruction totale de Berlin, dans le bunker, on continuait de parler de victoires impossibles et d'armées qui n'existaient que sur les cartes. Ce rejet systématique de la réalité n'était pas un simple optimisme, mais une forme extrême de foi idéologique. Le bunker devenait ainsi un espace où l'idéologie remplaçait les faits et où la croyance primait sur la compréhension. L'isolement physique a renforcé ce phénomène. Coupés du monde extérieur, les occupants du bunker vivaient dans un environnement clos où l'information était filtrée, incomplète, voire manipulée. Les mauvaises nouvelles étaient atténuées, retardées ou réinterprétées pour correspondre au discours du régime. Dans ce contexte, le fanatisme a non seulement survécu, mais s'est intensifié, alimenté par la peur, une loyauté aveugle et la pression constante de la hiérarchie. La conception même du bunker a contribué à cette mentalité. Les couloirs étroits, les portes en acier et les pièces sans lumière naturelle créaient un sentiment de confinement qui renforçait l'idée d'un monde extérieur hostile et ennemi. Dans la clandestinité, l'idéologie nazie s'est transformée en une bulle hermétique, imperméable à toute information contredisant sa vision du destin historique de l'Allemagne. Le fanatisme a cessé d'être un outil politique pour devenir une forme de survie psychologique. Nombreux étaient ceux qui, restés dans le Führerbunker, continuaient d'obéir aux ordres, même lorsqu'ils savaient qu'ils n'avaient plus aucun sens. Il ne s'agissait pas seulement de la peur des représailles, mais d'une profonde incapacité à se libérer d'années d'endoctrinement. Le bunker rassemblait des personnes qui avaient bâti leur identité autour du régime, et accepter son échec signifiait perdre non seulement le pouvoir, mais aussi le sens de leur propre vie. Dans ce contexte, le Führerbunker symbolisait l'aboutissement logique d'une idéologie extrême. Un système fondé sur l'obéissance absolue et le déni de l'esprit critique a fini par s'isoler sous terre, incapable de s'adapter ou d'accepter la défaite. Le fanatisme qui avait poussé le Troisième Reich vers l'expansion et la guerre a fini par l'enfermer dans un espace clos, où il n'y avait plus rien à conquérir. Ainsi, le bunker n'était pas seulement le dernier refuge d'Hitler, mais la métaphore parfaite d'un régime qui s'est autodétruit. Enfermé, isolé et coupé du monde, le fanatisme nazi a trouvé son ultime stade sous les rues de Berlin, démontrant qu'aucune idéologie, aussi absolue puisse-t-elle paraître, ne peut survivre indéfiniment détachée de la réalité. Le bunker, qui se trouve toujours sous Berlin. Malgré des décennies de tentatives pour effacer son existence, le bunker n'a jamais complètement disparu. Aujourd'hui encore, d'importants vestiges de la structure demeurent enfouis sous Berlin, dissimulés sous des immeubles d'habitation, des rues modernes et des espaces du quotidien. Le béton qui protégeait jadis les dirigeants nazis est toujours là, silencieux, comme une cicatrice physique de l'histoire qui n'a pu être complètement effacée. Les tentatives de démolition entreprises après la guerre furent partielles et incomplètes,
La robustesse du bunker, construit pour résister aux bombardements, rendait sa destruction totale complexe et coûteuse. Certaines sections furent dynamitées, d'autres remplies de décombres, mais une grande partie de la structure demeura intacte sous terre. Au fil du temps, l'endroit fut scellé et abandonné, devenant une ruine souterraine inaccessible. Lors de la reconstruction de Berlin, notamment pendant la période est-allemande, il a été décidé de construire par-dessus le bunker sans tenir compte de ce qui se trouvait en dessous. Des immeubles d'habitation, des parkings et des zones urbaines ont recouvert le site, l'intégrant ainsi à la ville moderne. Pour la plupart des habitants, la vie continue sans qu'ils sachent que, quelques mètres seulement sous leurs pieds, se trouve l'un des lieux les plus chargés symboliquement du XXe siècle. Au fil des ans, archéologues et historiens ont confirmé que certaines parties du Führerbunker sont encore considérées comme étant en relativement bon état structurel. Cependant, l'accès y est strictement interdit. Les autorités allemandes estiment que son ouverture au public pourrait engendrer des risques tant physiques que symboliques. L'objectif n'est pas d'en faire une attraction touristique, mais de le préserver comme un vestige du passé, sous bonne garde. Ce contraste entre la vie quotidienne en surface et le poids de l'histoire qui se cache sous terre est troublant. Des enfants jouent, des gens travaillent, et des familles vivent au-dessus d'un lieu où des décisions ont été prises. Décisions qui ont mené à une guerre mondiale et à la mort de millions de personnes. Le Führerbunker s'est transformé en un espace fantôme, présent mais invisible, enfoui non seulement sous des couches de béton mais aussi sous des décennies de silence. Le fait que le bunker existe encore nous rappelle que l'histoire ne peut pas toujours être complètement effacée ou enterrée. Bien que caché, le Führerbunker demeure un avertissement silencieux, non pas comme un symbole de pouvoir, mais comme un rappel de jusqu'où une idéologie peut aller lorsqu'elle est combinée au fanatisme, à l'obéissance aveugle et à l'ambition absolue. Du centre du pouvoir au tombeau symbolique. Le bunker d'Hitler fut conçu comme le dernier bastion du pouvoir absolu du Troisième Reich. De ses chambres souterraines, Adolf Hitler entendait diriger le destin de l'Allemagne, même après la défaite. Pendant des mois, ce refuge fut le cœur du régime nazi, un lieu où se prenaient les décisions militaires, où étaient signés les ordres et où se maintenait l'illusion d'un contrôle total sur une nation en ruine. Cependant, au fil des jours et face à l'avancée inexorable de l'ennemi, le bunker perdit sa fonction première. Ce qui avait été un centre de commandement se transforma en un lieu de confinement, de peur et de déni. Les ordres restèrent sans effet, les communications furent coupées et le commandement se réduisit à un groupe isolé, piégé sous terre. La puissance qui émanait jadis de ce lieu s'est évanouie, ne laissant derrière elle que le silence et le désespoir. La mort d'Hitler dans le bunker scella son destin symbolique. Cet espace, conçu pour protéger le Führer et garantir la continuité du Reich, devint le théâtre de sa fin tragique. Dès lors, le bunker cessa de représenter l'autorité et devint le tombeau symbolique du nazisme, un lieu où périt non seulement un homme, mais aussi une idéologie qui promettait de durer 1000 ans. Après la guerre, son abandon et la tentative de le dissimuler ont renforcé cette signification. Le Führerbunker n'était ni un monument ni un musée. Il n'a fait l'objet d'aucune célébration, d'aucun honneur ni d'aucune commémoration glorieuse. Elle fut scellée, enterrée et reléguée au silence, comme si l'histoire elle-même avait décidé de fermer cette porte à jamais. Aujourd'hui, bien que dissimulé sous la ville moderne, le Führerbunker demeure un symbole puissant. Non pas comme un emblème de force, mais comme un avertissement. Il représente l'effondrement final d'un régime bâti sur la violence, le fanatisme et le mensonge. Là où il pensait pouvoir dominer le monde, il ne restait plus que l'écho d'une défaite totale. Du centre du pouvoir absolu à un tombeau symbolique, le bunker incarne la fin inéluctable de toute idéologie fondée sur la haine et la domination. Son histoire, enfouie sous Berlin, nous rappelle sans cesse qu'aucun régime, aussi impénétrable qu'il puisse paraître, ne peut échapper aux conséquences de ses actes. Le bunker secret nazi, dissimulé pendant des décennies sous les rues de Berlin, n'était pas qu'une simple structure en béton conçue pour résister aux bombes. Il représentait l'ultime étape d'un régime qui se croyait invincible et qui s'est retrouvé piégé par ses propres mensonges. Chaque couloir étroit, chaque pièce sans fenêtre et chaque système défectueux reflétaient l'effondrement d'une idéologie fondée sur la peur, la propagande et le déni de la réalité. Les curiosités qui entourent ce lieu témoignent non seulement de prouesses d'ingénierie militaire,
ou de secrets souterrains, mais aussi de la condition humaine poussée à l'extrême. Sous la terre, la routine et le désespoir, la discipline et le chaos, l'apparence de la normalité et la certitude d'une défaite inévitable coexistaient. Le Führerbunker était un monde isolé où le temps semblait s'être arrêté, tandis qu'à la surface, une ville entière était détruite et des millions de vies étaient anéanties. Loin d'être une forteresse imprenable, le bunker finit par se transformer en une prison auto-imposée. Là, le pouvoir absolu se réduisait à des ordres dénués de sens, des cartes irréalistes et des décisions prises en totale déconnexion avec la réalité. La technologie, les murs de béton et les systèmes de survie n'ont pas pu sauver un régime qui s'était déjà effondré moralement, militairement et humainement. Aujourd'hui, une grande partie du bunker reste enfouie, dissimulée sous les rues et les bâtiments modernes. Aucun monument grandiose ni vestige visible ne commémore ce qui s'est passé en son sein. Et cette absence n'est pas fortuite. C'est un rappel silencieux que le fanatisme, l'autoritarisme et le déni de la réalité mènent inévitablement à la destruction. Se souvenir de ces histoires ne relève pas d'une curiosité morbide ni de la perpétuation de mythes, mais de la compréhension que même le pouvoir le plus redouté peut s'effondrer de l'intérieur. Le bunker d'Hitler n'est pas qu'un lieu du passé, c'est un avertissement. Un avertissement sur les dérives possibles d'une idéologie lorsqu'elle se replie sur elle-même et perd tout contact avec l'humanité.